Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. François Sellier qui vous parle. L'émission du mercredi 17 février 2021. Alors aujourd'hui, on parle de vices cachés et de vente sans garantie légale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle de vente et de vices cachés en plein mois de février? Eh bien, parce que il y a apparemment actuellement qu'une auditrice m'a dit, une auditrice qui est courtier immobilier m'a dit, c'est qu'actuellement, il y a un boom des ventes. Il y a un boom de vente de condos en ce moment. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est dit ici même. Alors, dans le quotidien La Presse aujourd'hui, on parlait de vente. En fait, c'est pas vrai. C'est le 2 février. Le marché de l'immobilier continue à faire boule de neige en ce début d'année avec des ventes tout azimut dans les régions de Montréal et de Québec, selon les données colligées par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Alors, donc, la vente sans garantie légale d'un condo et les vices cachés, c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous allez voir que ça va être assez intéressant, merci. Alors, un vice caché, c'est comme un cancer, hein? Un cancer qui peut gruger un immeuble, évidemment. Et lorsque le cancer fait son œuvre, il se passe des choses qui ne sont pas très drôles parce que le bâtiment se détériore petit à petit, mais on ne le voit pas, c'est caché, c'est pas su, ça ne se voit pas. Puis tout à coup, on découvre le poteau rose, ça peut être 10, 15, 20, 25 ans plus tard. Alors, ceux qui ont acheté un condo existant, disons un acheteur de troisième génération, il a acheté de celui qui était là en deuxième et lui-même l'a acheté de celui qui était en première génération, mais personne ne savait personne n'était informé du vice parce qu'il ne se manifestait pas. Et un jour ou l'autre, le vice caché peut se manifester. Par exemple, à l'intérieur d'un mur, derrière la brique, des infiltrations d'eau commencent à se manifester. Puis là, on découvre qu'en ouvrant le mur, c'est tout pourri, il y a des champignons, c'est pas drôle, la vie est vraiment pas belle. Et là, évidemment, l'acheteur de troisième génération s'adresse au deuxième, et qu'est-ce que c'est que ça? Là, le deuxième, ben là, il s'adresse au premier, qu'est-ce que c'est que ça? Et le premier peut remonter jusqu'au promoteur. Si le promoteur est encore en business, en affaires, là, ça peut être une poursuite en cascade. Et là, vraiment, ça devient tout un imbroglio parce que la loi stipule clairement que toute personne est responsable de ce qu'elle a vendu. C'est Maître Yves Papineau que je vous présenterai tout à l'heure, que vous connaissez de toute façon, qui me le disait récemment dans un article que j'ai rédigé dans le magazine Condo Liaison du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Alors, tant et aussi longtemps que l'immeuble affecté existe, un recours est toujours possible. Alors, ceux qui veulent vendre leur condo pour se débarrasser du problème, eh bien, ça peut les rattraper très longtemps, longtemps plus tard. Ça peut les rattraper dans 10, 15, 20 ans lorsque le vice caché se manifeste. Alors, à une époque plus lointaine, intenter une procédure judiciaire pour vice caché était plus rare au Québec, mais de nos jours, selon les juristes, là, les acheteurs sont plus nombreux à le faire, notamment parce qu'ils connaissent davantage leurs droits. Hein? Mais encore faut-il être en mesure de retracer le vendeur. J'ai parlé des poursuites en cascade, mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant qu'un vice caché puisse être qualifié comme tel, il faut en faire l'analyse exhaustive avec un professionnel du bâtiment. Et parfois, certains experts en bâtiment sautent peut-être aux conclusions un petit peu vite. Toujours est-il que même si vous avez découvert un vice caché, c'est quand même une démarche complexe, une démarche juridique complexe. Maître Papineau saura nous le dire. C'est une démarche juridique complexe et c'est pas gagné d'avance non plus. Il ne faut pas croire que parce que, bon, et je laisse le juriste nous en parler parce que je ne suis pas juriste, évidemment. Alors, c'est vraiment important que le vice soit considéré comme caché. Puis pour que ce soit le cas, il doit être important et sérieux. Il doit être existant lors d'une vente. Il doit être non apparent. Il doit rendre l'immeuble impropre pour l'usage auquel il est destiné. Il doit avoir été dénoncé dans les 6 mois après sa découverte. Alors, juste avant de passer au sujet d'aujourd'hui, je dois vous dire, je vous le dis avec plaisir, cette émission est une présentation de Gaudreau Assurance. Gaudreau Assurance, Vincent Gaudreau, qui est le vice-président et cofondateur de Gaudreau Assurance, fait partie de l'équipe de condolégal.com. Il a développé
une grande expertise en matière d'assurance condo, notamment pour tout ce qui touche les produits pour syndicats de copropriétaires. Il est vice-président donc chez Gaudreau Assurance et membre du CA du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec et région de Montréal. Pour tous vos besoins en assurance, il représente une ressource crédible et inestimable. Donc, vous pouvez le contacter au 514-374-9944, poste 229, vgaudreau@gaudreauassurance.com. Ils ont un volet entièrement consacré à l'assurance pour copropriété divise. Donc, c'est un courtier en assurance de dommages expérimenté en ce domaine. Voilà, c'est dit. Et je vous signale également que sur condolégal.com se trouve une fiche pratique intitulée Garantie légale. Garantie légale parce qu'on va aussi parler de vente sans garantie légale. Alors, garantie légale, la loi impose au vendeur de garantir l'immeuble qu'il vend, sauf énoncé contraire, la vente d'un immeuble fait l'objet d'une garantie de base appelée garantie légale. En vertu de l'article 1716 du Code civil du Québec, le vendeur est ainsi tenu à la garantie du droit de propriété et à la garantie de qualité contre les vices cachés. Et dans la section achat, sur la page d'accueil, vous allez dans la section achat parce qu'on parle d'achat, on parle de vente de copropriété, de vente de condos. Alors, il y a des fiches pratiques sur le guide d'achat, par exemple, acheter un condo, guide d'achat du condo. Et dans le guide d'achat, vous avez plein de sous-fiches, la vie de quartier, le voisinage immédiat, l'inspection pré-achat, notamment. Alors, ce sont des fiches pratiques de grande qualité, rédigées avec soin et beaucoup de rigueur, que je vous invite à aller consulter. Alors, de retour à nos invités, pour nous parler de tout ça aujourd'hui, je suis avec Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir Valérie. Bonsoir François. Une habituée. Yves Papineau, maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, maître Papineau. Bonsoir, M. Sellier. Vous allez bien ce soir? Je vais super bien, puis encore mieux depuis que vous êtes là. Alors, vous voyez, hein? Non, j'étais plus, la cour est pleine. Quel bonheur. Quel bonheur. Nous sommes heureux tous. Quand le bonheur est réciproque, il n'y a rien de mieux. Hein? Maître Yves Papineau est au cabinet, évidemment, LJT avocat. Hubert Saint-Pierre, ingénieur, fondateur, président Saint-Pierre et associé qui fait beaucoup dans le bâtiment. On parle notamment des études du fonds de prévoyance. On parle de carnet d'entretien. Donc, développer une grande expertise en bâtiment. Puis, je pense que Lévis Caché, ça le connaît, n'est-ce pas, pour être témoin expert à la cour à l'occasion. Donc, bonsoir à vous trois. Très heureux que vous soyez là. C'est toujours très agréable de vous accueillir. Maître Papineau, pour qu'un vice caché soit un vice caché. Une fois que toutes les conditions sont réunies pour parler d'un vice caché et que les procédures judiciaires sont entamées, est-ce qu'il est vrai de dire que ce n'est pas gagné d'avance? Ben, ça dépend. Là. Si votre dossier, si vous avez un vice caché, puis vous l'avez bien identifié, puis vous êtes en mesure de faire la démonstration, ça va bien. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec la notion de vice caché. Un vice, là, vous allez voir comment je peux être particulièrement génial quand je veux, mais un vice caché, premièrement, il faut que ça soit un vice. Alors, il faut que ça nuise à l'immeuble, il faut que ça nous empêche de l'utiliser, il faut que ça diminue sa valeur ou son usage. Il faut que ce soit caché. Donc, si on avait pu le constater ou s'en apercevoir, il n'est pas caché. On n'a pas l'obligation de faire des inspections, de démolir, mais on a l'obligation de regarder. Alors, il faut que ce soit préexistant à la vente. Alors, ce qui est peut-être plus difficile, c'est ça, c'est que vous devez prouver au juge que c'est un vice, qu'il est caché, qu'il diminue la valeur ou l'usage de l'immeuble, mais qu'il était existant avant la vente. Si vous n'êtes pas capable de faire cette preuve-là, ben oui, il y a un problème. Et M. Papineau, est-il vrai également de dire que depuis peut-être 10, 15 ans, les procédures judiciaires pour vice caché sont beaucoup plus fréquentes qu'auparavant? Et si oui, pourquoi? Je me suis posé la question souvent parce qu'effectivement, on avait très peu de dossiers de vice caché. Les gens réparaient, puis ils disaient pas un mot, puis souvent, ça coûtait moins cher qu'aller chicaner. Mais aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils
ils aiment mieux payer un avocat pour aller chicaner que de réparer et de ne pas dire un mot, là. Ouais. Alors, c'est peut-être le petit côté américain du litige qui fait ça, mais on n'avait pas ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, puis il y a 40 ans. Donc, les Américains détiendraient un petit peu sur nous là, en termes de poursuites judiciaires. Mais vous parliez d'un cas, en ce moment, vous êtes responsable d'un cas où la poursuite est en cascade. On parle de l'acheteur, par exemple, de troisième génération qui poursuit l'acheteur de deuxième, de première jusqu'au promoteur. C'est un joli méli-mélo, ça, non? Oui, mais c'est ça. Alors, mais remarquez, Jolie Méli-Mélo, on n'est pas obligé non plus, là. Celui de troisième génération n'est pas obligé de poursuivre celui qui a vendu. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que tous ces gens-là doivent quand même faire la preuve que le vice existait avant qu'eux achètent et Ouais, qu'eux ne sont pas responsables du vice. ouais, Ça, c'est peut-être moins facile à l'occasion, là. ouais. Puis la vente sans garantie légale, mais Papineau, là, il est possible donc de vendre son condo sans garantie légale. Et à ce moment-là, on est libéré de toute responsabilité pour vice caché. Est-ce Bon, exact? alors là, il faut faire attention. OK. Premièrement, si on vend sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, et que l'acheteur comprend et que c'est bien expliqué, il n'y a pas de problème, c'est valide. D'ailleurs, il y a de plus en plus de ventes qui se font comme ça. Maintenant, compte tenu de la rareté du marché et des prix, les gens acceptent d'acheter sans garantie. Par contre, on ne peut pas, si on sait qu'il y a un vice caché ou un vice de construction ou même un vice apparent, quand on remplit le formulaire des courtiers, on doit le dénoncer. On doit Ah, dénoncer si on a la connaissance d'un problème ou d'un vice ou d'un quelque chose qui va ouais, diminuer la valeur ou l'usage du bien. ouais, Alors, on ne pourra pas ne pas le dire. Et ouais. même si vous vendez sans garantie, si vous avez caché sciemment et volontairement un défaut ou un vice, ça ne veut pas dire que vous allez être exonéré, là. Effectivement. Donc, mieux vaut être honnête. On peut peut-être feindre de ne pas savoir, mais quand on sait, ça se prouve, ça. Hein, Maître Papineau, quel lapsus. Maître Ouais, Papineau. c'est pas gentil pour lui, là. Tu sais. Mais effectivement, parce que la loi prévoit autre chose aussi, M. Cellier, la loi prévoit que si tu ne connaissais pas le vice, tu n'es pas responsable des conséquences. Alors, j'ai des infiltrations d'eau dans le sous-sol, j'ai une inondation dans le sous-sol. Si je n'étais pas au courant, je ne serais pas responsable des dommages occasionnés au sous-sol. Mais si j'avais connaissance, je vais être responsable de tous les dommages subis par mon acheteur. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions à nos invités, des questions en lien avec le sujet traité aujourd'hui, vente sans garantie légale et vice caché. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Nos invités vont y répondre dans la mesure du possible. Hubert Saint-Pierre, quels sont les vices cachés les plus fréquents en copropriété, ceux qu'on observe souvent, là? Ben, on parle d'infiltration définitivement, là. Particulièrement dans les sous-sols, parce que tout est caché. Les membranes ne sont pas apparentes, les fissures ne sont pas apparentes très souvent non plus, parce que soit qu'il y a un fini côté intérieur, puis à l'extérieur, il y a du remblai. Donc, il faut vraiment être vigilant pour détecter ces choses-là. Parce que c'est sûr que l'inspecteur qui fait, parce qu'on est dans un contexte donc de vente et achat, l'acheteur, normalement, va s'engager l'expert. Évidemment, on le conseille fortement. Puis l'expert, ben, c'est de détecter, en fait, à la recherche de symptômes de déficience. Ouais. Qu'un néophyte, si vous voulez, client, quand même qui a de la connaissance dans la construction, il est considéré néophyte, donc son expert doit être très vigilant pour détecter ces déficiences-là qui sont souvent cachées par des finis à Mais l'intérieur du logement. on dit qu'il doit être non apparent, mais vous, qu'ingénieur qui avait développé une grande expertise dans le bâtiment, en copropriété divise notamment, euh, évidemment, le commun des mortels, en observant des indices, ne
tirera pas nécessairement la conclusion qu'il y a un vice caché, mais est-ce que vous, en tant qu'expert, vous voyez des choses que le commun des mortels ne voit pas, qui vous font penser qu'il y a un vice caché? Oui, en fait, notre principal rôle, c'est ça. C'est-à-dire de juger, on est à la recherche de symptômes, un peu comme un médecin. Ouais. Voir une fissure, la fissure peut donner des indices selon sa forme, selon sa localisation, son angle même, sa disposition dans l'endroit où on le voit. Et ça, jumelé à l'historique du bâtiment, c'est-à-dire son âge, est-ce qu'il y a eu des travaux de fait récemment, est-ce que c'est en sous-sol, est-ce que c'est près d'une configuration particulière d'un immeuble. Je pense par exemple les cages d'ascenseur. Quand on prend un édifice d'un certain nombre d'étages, les cages d'ascenseur sont souvent conçues pour contreventer l'immeuble. Donc, il y a des stress importants dans ces sections de structure-là. Alors, un logement qui est adossé à une cage d'ascenseur, souvent, c'est là qu'on va voir l'apparition de ces fissures-là. Et donc, il y a des fissures qui sont normales, et puis qu'il y en a d'autres, c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. On pense par exemple à la pyrite, qui est un problème cauchemar pour plusieurs Ouais. gens qui ont vécu ça. Mais pour l'inspecteur, ce n'est pas évident non plus. On voit une fissure d'une dalle de béton. Est-ce que tout de suite, on sonne l'alarme pour dire qu'il y a potentiellement de la pyrite ou pas? Là, c'est question d'expérience pour voir la pyrite. Quand il y a le phénomène de la pyrite, il y a une apparence de fissure différente spécifiquement pour la pyrite. Pour la pyrite, oui. D'ailleurs, la pyrotite à Trois-Rivières, la fameuse crise de pyrotite à Trois-Rivières, c'était un vice caché, ça, hein? Oui, jusqu'à temps que ce soit apparent. Jusqu'à temps que ça se manifeste, c'est ça. Exact, exact. Ouais. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, on en parle souvent là, de vos programmes proactifs, c'est-à-dire des stratégies. Ça le dit d'ailleurs, condo stratégie. Donc, vous êtes conséquent. Oui. Vous faites donc vous avez des plans de. Comment vous dites? C'était le but de l'affaire. C'est le but de l'affaire, c'est ça. On est conséquent ou on ne l'est pas. Mais dans votre cas, vous l'êtes. Alors, donc, il y a, j'imagine, chez Condo Stratégie, un plan d'action, des campagnes d'information auprès de vos syndicats pour leur dire, écoutez, c'est très important, les vices cachés, il faut faire inspecter l'immeuble, je présume, à intervalles réguliers pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se manifeste. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Tout à fait. Et en plus, c'est des choses que les gens comme l'équipe d'Uber, Saint-Pierre et d'autres fournisseurs vont nous dire que, bon, puis on commence un peu à convaincre plus facilement les administrateurs, dans le sens que l'immeuble, on doit le garder à l'œil. On fait affaire avec des professionnels aux 5 ans pour différentes raisons, études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, les lois 122, donc sur la hauteur du bâtiment et sur les dalles de garage. Mais c'est toujours important d'ajouter à ça un œil aguerri de façon régulière pour pouvoir dire, quand il y a des inspections professionnelles, il me semble que celle-là a travaillé un petit peu plus durant les dernières fois que ces choses-là. Et ça va faire partie d'une prévention puis d'une allocation à des travaux qui sont à venir, qu'on va savoir. Parce que ce qui arrive dans les syndicats, c'est que tout arrive en surprise. Et ce n'est pas des bonnes surprises d'avoir des travaux qui sont coûteux, etc., etc. Donc, c'est sûr que oui, il faut être très attentif. Le bâtiment, il faut le regarder, l'écouter, l'entendre, là. Il vit lui aussi. Puis, il faut s'assurer que les syndicats sont en mode de respecter les entretiens minimaux, les grandes inspections, et sinon d'en faire plus. Oui, mais est-ce que les syndicats collaborent habituellement? Parce que on sait que quand il est question d'argent, les syndicats, souvent, sont réticents, sont rébarbatifs. Ah, pourquoi je ferais ça? Il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais est-ce que c'est la bonne mentalité à adopter, ça, Valérie? Je pense que non. Hein? Non, bien là, ces années-ci, c'est très, très difficile pour les syndicats parce que les syndicats au Québec sont sous-alimentés en argent. Et là, tout arrive en même temps. Et là, arrivent des grands travaux, des grandes réparations à faire qui ne sont pas prévues dans les études de fonds de prévoyance. Écoutez, des travaux après une loi 122 sur un immeuble de 200 portes, 16 étages, 20 étages, juste des réparations mineures, mais sur
sur de la hauteur impressionnante et 4 façades, ben, c'est du 200 000, 300 000, 400 000. Et là, on a juste réparé des petites choses pour éviter qu'il y ait des travaux supplémentaires. Et des fois, lors de ça, on découvre des vis cachées. Parce que les ingénieurs nous disent, écoute, c'est pas normal, ce bout-là, on va l'investiguer plus. Et là, ben, c'est un autre problème. Oui, effectivement. Maître Papineau, une question d'un auditeur. Un syndicat qui sait qu'il y a des travaux à faire depuis des années parce qu'il y a des vis cachées, il le sait, le syndicat, là, mais il ne le fait pas parce que, bon, pour des raisons X, Y, Z, on n'a pas d'argent ou je ne sais trop, ou les administrateurs ne sont pas conscients de toutes leurs responsabilités. Ce n'est pas de leur faute toujours parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce que c'est la tâche d'administrateur, quand même une tâche qui est lourde en responsabilité. Ne déclare pas. Et dans l'acte de vente, le syndicat dit non, non, tout est beau. Le DRCOP, par exemple, le courtier a fait une demande au syndicat, puis tout est beau. Alors là, le copropriétaire vendeur vend un vice caché sans le savoir. Là, est-ce que le copropriétaire vendeur peut revenir contre son syndicat? Écoutez, celui qui sait qu'il y a un vice caché et qui ne le dit pas, dans le présent cas, le syndicat, comme vous venez de dire, il doit remplir le formulaire DRCOP ou il doit remplir le formulaire que le notaire lui envoie. Et s'il ne dénonce pas des vices cachés dont il a connaissance, c'est sûr que l'administrateur qui signe, le gestionnaire ou le syndicat va être tenu responsable. Oui, le DRCOP étant la demande de renseignement au syndicat de copropriétaires, qui est un document facultatif, qui n'est pas obligatoire, si je ne m'abuse, M. Papineau, et que le courtier peut transmettre au syndicat qui devra répondre aux questions, le fonds de prévoyance est-il suffisant ou autre. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à savoir pour les copropriétaires vendeurs, là, que le courtier peut demander, envoyer un DRCOP au syndicat qui devrait normalement répondre, là, autant que faire se peut. Mais, Maître Papineau, dans la nouvelle loi, pourriez-vous nous en parler, là, dans le projet de loi 16? Maintenant, il y a une obligation à cet égard-là. Hein? C'est sûr qu'aujourd'hui, le législateur veut que le syndicat remplisse sa mission d'entretenir l'immeuble, mais veut aussi que le syndicat informe les acheteurs. Ouais. Alors, de plus en plus, le législateur prévoit des obligations aux administrateurs ou aux syndicats d'informer parce que souvent, comme vous venez de le dire, le copropriétaire, lui, ne connaît pas l'état de l'immeuble, mais le syndicat le sait. Alors, quand le copropriétaire-vendeur ne dévoilait pas parce qu'il ne savait pas, souvent, le syndicat le savait. Alors, on est obligé de le dénoncer. Et si le syndicat ne le dénonce pas et qu'il y a un vice caché, le copropriétaire-vendeur qui se fait poursuivre pourrait poursuivre le syndicat. Effectivement. Le syndicat. Hubert Saint-Pierre, il y a des vices cachés qui sont plus faciles à établir que d'autres. Je m'explique. J'ai un architecte m'a dit que c'est plus facile si la personne vit dans l'immeuble depuis très longtemps, ça peut être plus difficile de statuer que le vice caché existait avant que la personne arrive que si l'occupant habite l'appartement depuis quelques années seulement. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Bien, en fait, quand on parle de déficience, une déficience évolue. Hein? Au jour 1, on prend pour acquis qu'il n'y a pas de déficience ou, bon, s'il y en avait, on les règle. Mais après ça, une déficience évolue. Donc, un copropriétaire peut rester là 1 an, il ne s'est rien passé. Un autre copropriétaire arrive qui reste, lui, longtemps. Bien, lui, il est à même de constater s'il y a des déficiences, si minimes soient-elles, apparaissent et peut faire appel à des inspecteurs. Et très souvent, on va voir dans les rapports, écoutez, on voit bien qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas vraiment statuer que c'est une déficience, c'est peut-être un phénomène normal, on revient toujours à une fissure, là. Mais l'inspecteur va, la grande majorité du temps, mentionner de dire aux copropriétaires, observez. Et si ça évolue, agissez. Rappelez un expert ou un ingénieur architecte ou aviser la copropriété qu'il y a un problème qui est en évolution, que ce soit une infiltration. Au début, on n'est peut-être pas sûr.
la surface est peut-être juste un petit peu non uniforme, on ne sait pas trop c'est quoi, donc il y a des questionnements. Ben là, il faut être vigilant. Comme tout propriétaire, faut, comme disait Valérie tout à l'heure, il faut avoir l'immeuble à l'œil. On ne peut pas Ouais. laisser ça comme ça indéfiniment. Donc, quand on arrive, nous, sur les lieux, une des questions qu'on pose tout le temps, c'est est-ce que ça s'est produit à la connaissance des gens? Là? Est-ce que ça s'est produit rapidement ou si c'est quelque chose qui a évolué depuis 10 ans? Donc, le diagnostic va être influencé par ces réponses-là. Ouais. Parce que quelque chose qui évolue rapidement, on se dit ben, où ça va arrêter. Il va falloir. Et puis, c'est sûr, là, on suggère toujours des investigations plus poussées. Mais si c'est quelque chose qui est très latent, qui est très minime, on n'interviendra pas nécessairement. On va juste dire soyez vigilants et observez. OK. Alors, si c'est un vice caché dont la manifestation est très timide, on n'agit pas tout de suite, on attend, on dit observer, ça peut rester comme ça. Tant mieux si le vice caché ne se manifeste pas, parce que, comme on disait avant l'émission, M. Papineau, un vice caché qui ne se manifeste pas, ce n'est pas un vice caché. Ben, c'est-à-dire que ça peut être un vice, mais s'il n'y a pas de conséquences, il faut qu'il cause un dommage, le vice. Ouais, alors, je donnais l'exemple, il y a des vitriers qui ont posé les vitres à l'envers. Alors, le côté intérieur est à l'extérieur, mais c'est pas bien posé, c'est pas la façon de le faire, mais l'eau ne rentre pas, il n'y a aucune conséquence à ça. Là. Non. Donc, autre question pour vous, M. Papineau, puis ensuite, j'ai deux questions pour Valérie Couture. Une question d'un auditeur. Comment déterminer, très pertinente, ils sont toutes pertinentes vos questions d'ailleurs, puis on vous invite à en poser d'autres. Ce sont toutes des questions intelligentes. Donc, comment déterminer s'il s'agit d'un vice caché ou d'un dol? Quelle est la différence au niveau légal? Ben, un dol, ce sont des fausses représentations ou ce sont des représentations qui ne sont pas exactes. Tandis qu'un vice, c'est par rapport à l'immeuble. Ce n'est pas une représentation, c'est l'immeuble qui a un vice. Ouais. Ce n'est pas les propos qu'on a tenus. Là. M. Papineau, si je ne m'abuse, dans un passé récent, un couple d'acheteurs, ce n'était pas un condo, c'était une maison. Le vice caché se trouvait à être des gens qui sont morts dans la maison, mais dans le garage, il y a eu un suicide, ils sont morts. Et là, on parlait de dol. Est-ce que je me trompe? Bon, ben, premièrement, on ne parle pas de vice caché parce que quelqu'un soit mort dans le garage, ça n'affecte pas l'immeuble. Okay. Ça ne cause pas de dommages. Que quelqu'un soit mort dans le garage, est-ce que c'est un dol? Écoutez, il y a des décisions des tribunaux qui disent qu'on n'est pas obligé de le déclarer, sauf que si quelqu'un l'a demandé et qu'on ne le déclare pas, oui, il y a un problème, oui, il y a un dol. Maintenant, dans les formulaires de la Chambre des courtiers, ils le demandent. Alors, effectivement, si on ne le déclare pas, oui, il y a des fausses représentations. OK. Alors, OK, très bien. Valérie Couture, vous êtes probablement appelé souvent à prendre en charge une vente, vous vous occupez du courtier, vous vous occupez de la transmission du DRCOP, demande de renseignement au syndicat de copropriétaires. Est-ce qu'il arrive des fois qu'un syndicat, des administrateurs disent « Regarde, ça là, c'est un vice caché, mais pas grave. Je ne pense pas que ça vaille la peine d'en parler parce qu'il ne se manifestera jamais. » Les experts nous ont dit qu'il ne se manifesterait probablement pas. Vous leur dites quoi? Vous leur dites, j'imagine, non, il faut le dire quand même. Non, pas du tout. Puis je crois pas que j'ai jamais entendu ça de mes administrateurs. Je dois aussi avouer que je remplis souvent le document pour le syndicat. Oui. Et nous, on dévoile tout parce que je ne veux pas mettre la responsabilité de notre équipe en danger dans ce sens-là. Et aussi, vous savez que quelque chose, ça me surprendrait qu'un syndicat puisse cacher un vice s'il n'y a pas eu. Il ne faudrait pas qu'il y ait aucun PV qui en mentionne et tout ça. C'est sûr que de plus en plus, les futurs acheteurs, les nouveaux acheteurs font des meilleures vérifications diligentes. Il reste encore beaucoup de place à l'amélioration. Je trouve qu'on ne pose pas assez de questions, etc. Écoutez, ces temps-ci, là, c'est énormément de ventes depuis l'année passée. Ça roule à une vitesse fulgurante. Et
dans la dernière année, nous, on gère 4000 portes. J'ai eu aucune question sur une étude de fonds de prévoyance qui a été faite sur un de nos bâtiments. Fait que ça vous donne l'idée de. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des traces qui sont laissées dans des procès-verbaux. À l'Assemblée, il y a quand même des questions des copropriétaires qui sont posées sur le bâtiment. J'imagine qu'un syndicat pourrait plus difficilement cacher dans un grand syndicat, un plus gros syndicat, de l'information à ce sujet-là. Parce qu'il est arrivé de quoi pour qu'on voit si ça coule, etc. Il y a eu des questions quelque part. Ouais. Donc, mais c'est aux acheteurs et à l'agent, le courtier immobilier. Et ça, on s'en rend compte, quand on a des courtiers qui sont habitués dans le condo, c'est très, très facilitant parce qu'ils arrivent avec les bonnes questions, le formulaire déjà pré-rempli, etc. C'est intéressant. Il faut que les gens aussi, si le courtier est moins à l'aise, il faut que le futur acheteur pose des bonnes questions. Valérie, avez-vous déjà fait face à la gestion d'une poursuite pour vice caché? Non. C'est pas arrivé. Que le syndicat a dû faire, oui. Oui, c'est arrivé? OK. Oui. Que le syndicat a contre un promoteur, Oui, contre des promoteurs, OK. tout le temps contre les constructeurs parce que c'était comme Oui, de la. d'origine. Oui. Et ça se passe comment? Est-ce que les syndicats ont gain de cause? Habituellement, ça se passe comment? Bien, ça dépend de la situation, mais ça se passe que c'est des dossiers qui sont dispendieux. Ouais. C'est des dossiers qui doivent être confiés. Toute la préparation de ça, c'est des dossiers qui demandent de l'injection du syndicat de façon importante. On doit faire affaire avec des professionnels comme l'équipe d'Hubert Saint-Pierre parce qu'il faut prouver des choses, il faut faire nos devoirs comme syndicat puis se préparer. On se prépare en lien avec les conseils des juristes qu'on a sur les dossiers. Et ça, c'est important. C'est très important de partir bien outillé pour pouvoir mener à terme un dossier comme ça. Parce que si on part en voulant faire des économies de bout de chandelle, oublions la bataille, passons le râteau puis refaisons ce qui est brisé. Effectivement. Effectivement. Hubert Saint-Pierre, vous devez voir ça, des vices cachés qui datent de la construction, vices de construction finalement, ou vices de conception. De là, l'importance, je présume, de marteler le message que c'est important de procéder à l'inspection pré-réception, sauf que le vice caché, tu ne le vois pas. Comment tu peux, en pré-réception, détecter un vice caché si tu ne le vois pas? Donc, il n'y a pas de façon de s'en... On ne s'en sort pas. Non, exact. C'est sûr que au jour 1, disons qu'on fait la réception des parties communes, ça, c'est l'étape essentielle pour démarrer. Quand on est appelé par une copropriété, en fait, bon, quand on fait la réception de parties communes, on fait une liste de déficiences. Il n'y a pas une construction qui est parfaite, donc il y a toujours une liste de déficiences. Et dans cette liste-là, il va y avoir encore une fois, des commentaires sur des choses qui nous apparaissent potentiellement déficients, cachés, et on va recommander de faire une investigation si on pense que ça peut avoir un impact important là, sur le coût ou sur l'endommagement de l'immeuble éventuellement. Maintenant, quand une copropriété nous appelle après plusieurs années, on fait une investigation parce qu'ils ont un problème, pas un cas de litige pour chercher des vices cachés. Là. Ils ont des problèmes, par exemple, d'infiltration. On fait une investigation. Je vis le cas assez, je ne dirais pas souvent, mais trop régulièrement, de constater que dans ces investigations-là, ça devient évident que c'était une déficience qui était là dès le départ. Mm-hmm. Et que même lorsqu'on fait des recherches un peu, on s'aperçoit qu'il y a eu des rapports de fait aux premières administrations qui, eux, ont décidé de mettre ça sous le tapis. Ouais. Et que maintenant, il est trop tard de réclamer tous les dommages parce que initialement, le dommage n'était pas si pire que ça. Ouais. Donc, on aurait pu réclamer à ce moment-là. L'administration décide de ne pas faire une bataille. Ouais. Par contre, ce dommage-là s'est poursuivi. Et au bout de quelques années, là, j'ai fait un projet, il y a 2-3 ans. On a dépensé, tenez-vous bien, au-dessus de 1 million de dollars en travaux de réparation d'une structure de bois qui était carrément pourrie derrière les parements de maçonnerie. Puis ça a commencé à sortir doucement dans quelques logements. Et quand on s'est aperçu de la déficience, on s'est dit, bien, c'était mal construit initialement. Il y avait eu des rapports de fait initialement qui laissaient
croire qu'il y avait des vices de construction, mais l'administration a décidé de ne pas aller de l'avant, puis c'est malheureux. Combien de... Oui? François, si vous me permettez, Oui. Je vais me faire un ami et un ennemi en même temps. Moi, qu'on dise qu'on n'a pas besoin de faire d'inspection parce que c'est des vis cachées, on ne les verra pas, je ne suis pas sûr. Là. Parce que effectivement, l'expert va voir des signes que nous, on ne verra pas. Je vous donne un exemple. Quand il va voir qu'il y a de l'efflorescence sur la brique, il y a peut-être une raison qu'il y a ça là. Il y en a peut-être c'est d'autres choses. Alors, l'expert va voir des choses que le commun des mortels ne verra pas. L'autre chose, c'est que quand vous faites inspecter l'immeuble, vous vous assurez que votre inspecteur il a une assurance responsabilité. Parce que s'il a manqué quelque chose, on va le poursuivre. Ouais. Et la beauté de ça, quand on disait tantôt, ça dépend si le promoteur existe encore. Ouais. Mais moi, si le promoteur n'existe pas, puis on a fait expertiser l'immeuble, puis l'inspecteur ne l'a pas vu, je vais poursuivre l'inspecteur, puis qui, lui, va être responsable de ne pas l'avoir détecté. Mais est-ce que, je pose une question, est-ce que l'inspecteur en bâtiment est responsable de ce qu'il ne pouvait pas voir? Non, mais est-ce qu'il y avait des signes qu'il aurait dû voir? Et souvent, on le voit dans les rapports, l'inspecteur dit « j'ai vu telle chose », il y aurait lieu de faire vérifier par un architecte ou un ingénieur ou de procéder à une ouverture. Mais si l'inspecteur, que ce soit un inspecteur, un technologue, un architecte ou un ingénieur, ne voit pas ce qu'il aurait dû voir, il est responsable de son... De ses actes. Ouais. Il doit répondre de ses actes. Une question d'une auditrice. Nous avons effectué des travaux ciblés sur la façade de notre immeuble. La membrane par air n'était pas étanche. Pour l'instant, il n'y a pas de problème d'infiltration d'eau provenant de la façade. Suite à la vente de mon condo, si la membrane prend l'eau à nouveau à d'autres endroits que ceux qui ont été corrigés, est-ce un vice caché et est-ce qu'on peut revenir contre cette personne? Maître Papineau, peut-être? Ben là, regardez, c'est parce que s'il y avait un problème puis on l'a réparé, il ne devrait pas avoir de problème. Puis si on ne l'a pas réparé ou mal réparé, oui. Je comprends ce que la personne veut dire, c'est que, prenons l'exemple, la façade complète est une membrane, disons, prenons l'exemple d'une membrane non homologuée, mais qui a manifesté des faiblesses à certains endroits seulement, qui ont été corrigées, mais peut-être qu'ultérieurement, des faiblesses s'exprimeront ailleurs, et c'est là que... Mais regardez, si la membrane n'était pas bonne au rez-de-chaussée, et pas plus homologuée rendue au deuxième étage. C'est ça. Une membrane pas bonne n'est pas bonne. Non, je comprends. Elle ne se manifeste pas. Peut-être le dommage ne se manifestera pas en même temps, mais la membrane n'est pas bonne. Alors, où elle est bonne ou elle n'est pas bonne, moi, qu'elle soit homologuée, ce n'est pas ça le problème, parce qu'elle empêche l'eau d'entrer. Si elle ne l'empêche pas, ben, il faut réparer au complet, pas des petits des segments. Sauf que le problème, j'imagine, de plusieurs copropriétés, disons, pour réparer une membrane, la membrane par air d'une façade complète, ça doit coûter des bidous. Alors, les gens se contentent de réparer où ça fonctionne moins bien, puis ils se disent, ben, on va prier pour que ça reste comme ça. Hein? C'est un peu ça l'idée. Mais, bon, mais ça, prier, là, puis en plus, il faut faire brûler des lampions, il y a des frais. Alors, regardez, c'est pas une solution. Le meilleur endroit pour brûler les lampions, je vous le dis tout de suite, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Ben, c'est déjà intelligent, ça. Ça a été mes clients longtemps. On y va avec les grands moyens. Les grands moyens. Hein? Des gros lampions à 2 $ ou à 5. Oui, il y a ça. Il y a des 3 pour 1 aussi, là, je pense. Il faudrait peut-être des fois qu'il y en ait un à 10, là, parce qu'il y a des situations qui sont un peu plus grosses que la dommage. Oui, on va leur en parler de ça. L'autre question, un syndicat, c'était la question, c'est, bon, le vice caché, il peut être, un immeuble peut être grevé par un vice caché, mais Hubert Saint-Pierre, un condo aussi peut l'être. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Bien, c'est sûr que dans une copropriété, faire une inspection pré-achat, si vous voulez, c'est très limitatif, là. On inspecte le logement, les revêtements de gyps. Ce qu'il faut que le copropriétaire comprenne, c'est que son inspection pré-achat ou la diligence qu'il doit faire, c'est beaucoup plus que ça. À savoir, moi, je leur dis, l'inspection physique, c'est une chose, là, mais il faudrait inspecter tout l'immeuble. Donc,
Est-ce que le copropriétaire veut payer ces frais-là? Ça, c'est une autre chose. Mais normalement, c'est dans le bureau d'administration que ça se passe. L'information est là. Les procès-verbaux sont là. Les rapports d'études de fonds de prévoyance, il faut les demander. Donc, c'est l'administration qui va dévoiler ces informations-là que l'expert, à sa face même, pourra aviser son client pour dire attention, il y a des dommages ou des déficiences à l'immeuble qui n'est pas attitré au condo comme tel, à l'unité qui est en vente, mais ça peut avoir un impact sur sa cotisation à lui éventuellement, s'il faut faire des gros travaux. Hubert Saint-Pierre encore. Quelle est la meilleure technique d'inspection pour détecter les infiltrations d'eau sous le revêtement? Il n'y a rien qui est visible de l'extérieur ou de l'intérieur, mais comment on peut détecter ça? Est-ce qu'il y a un moyen, sans être obligé de tout défaire, la couverture, le toit au complet? Là? Ben, il y a le petit appareil, l'hygromètre, là, qui est facile à utiliser. Les compagnies d'assurance ont toujours ça dans leur poche arrière, là, les gens qui s'occupent des sinistres. Donc, on peut détecter s'il y a une humidité excessive, soit dans le plancher ou les murs, qui nous laisse croire que si on est au-dessus de la normale, ben, on va juste dire il faut ouvrir et pas aller voir. Oui. Un hygromètre. Alors, ça ressemble à quoi, ça, Hubert Saint-Pierre, un hygromètre, là, pour que les gens comprennent bien? C'est un petit appareil électrique, là, un voltmètre, en fait. Là. Oui. C'est comme une manette. Là. On dépose ça sur le matériau, sur le plancher, sur le gyps, sur le bois. Et puis, ça mesure la résistivité du matériau parce que la résistivité du matériau va varier en fonction de l'humidité qui est dans le matériau. Donc, OK. Donc, avec ça, on pourrait réussir à détecter et à dire, ben là, le toit, il y a un problème. Ouais. On fait venir une équipe, on répare, ça serait… Exact. Oui? OK. En fait, ça aide à détecter à quel endroit qu'il faut aller investiguer. L'infrarouge peut être aussi un outil qui peut être intéressant avant d'ouvrir à l'aveuglette. Dans le fond, on veut essayer de trouver d'où proviendrait le problème. Valérie Couture, les syndicats doivent vous aimer quand vous leur proposez des solutions simples et peu coûteuses pour tenter de découvrir un vice caché. Il ne faut pas non plus chercher les squelettes dans le placard, mais il faut être vigilant quand même, non? Bien, on n'a pas besoin de chercher les squelettes dans le placard. Il y a beaucoup de choses qu'on doit toujours surveiller sur une copropriété. Ouais. Et c'est sûr que oui, c'est des petits outils qui vont servir de façon régulière, souvent plus dans un sinistre, ces choses-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu trop de dommages et ces choses-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas aux gestionnaires et ce n'est pas aux administrateurs de jouer à l'ingénieur ou au technologue. Laissons ça aux professionnels et regardons les signes. Il y a des choses, il y a parfois des signes qui sont évidents que les gens, justement, disent « Ah non, on va laisser ça comme ça, on va l'étirer encore plus et tout ça. » On ne sait pas l'ampleur qu'il y a, mais on a un doute qu'il se passe quelque chose. Puis là, c'est ce qui va permettre, avec l'arrivée des nouvelles lois, le syndicat va devoir encore plus montrer patte blanche et être très, très en lien avec le courtier immobilier lors d'une vente parce qu'il va devoir prouver, donner un registre de suivi, tout ça. Ça, c'est sûr que ça va être un travail important à faire pour le gestionnaire ou les administrateurs ou les administrateurs, mais ça va indiquer beaucoup plus les meilleurs suivis qui sont faits sur les bâtiments. Et c'est là que les gens vont se démarquer avec leur immeuble, s'il est bien entretenu ou pas bien entretenu. Parce qu'actuellement, avec le marché fou, n'importe quel condo dans une rangée de comparables, pareil, il y a pas de gagnant pour ceux qui ont plus d'argent dans les coffres, ceux qui ont fait beaucoup plus d'entretien préventif, qui suivent le carnet d'entretien, ces choses-là. On vend tout égal. Mais j'ose croire que ça va se replacer et que les copropriétaires qui vont avoir habité dans un immeuble en copropriété bien tenu, bien entretenu, va se démarquer. Alors là, on est futuriste, là, on est optimiste pour le moyen et long terme, mais ça va arriver un jour, on peut se le dire. Hein? Oui, il faut rester optimiste. Voilà. Hubert Saint-Pierre, puis ensuite, Maître Papineau, parce que là, on va parler des tribunaux puis des montants réclamés, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Si la maçonnerie s'effrite, par exemple, et des soumissions ont été faites avant l'achat, il s'agit d'un problème connu, mais sans expert inspecteur. Mais pour une raison X, les travaux n'ont pas été faits. Est-ce qu'on parle d'un vice caché? Est-ce que je vous exprime bien la question?
Ben, en fait, toutes les questions est-ce que c'est un vice caché ou pas, c'était-tu apparent ou pas. Si les gens ont demandé une soumission pour faire du rejointoiement, c'est parce qu'il y avait déjà observé, donc, qu'il y avait soit un endommagement ou soit un vieillissement, là, dépendamment de l'âge de la bâtisse. Un mortier, c'est sûr qu'après plusieurs années, il faut entretenir des murs de maçonnerie, là. Il peut y avoir des défauts de construction avec un mortier où sa durée de vie aura été réduite pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, pour moi, c'était déjà apparent, ce problème-là. Si on demandait une soumission, on ne fait pas ça par le plaisir. Ouais. Une autre question pour vous, Hubert Saint-Pierre. Est-ce qu'un vice caché, si après 15 ans de construction, la fondation des balcons ne supporte pas le poids des balcons et que les poteaux structuraux des balcons s'effondrent dans le sol, est-ce qu'on parle d'un vice caché? Ben non. C'est-à-dire qu'après 10 ans, vous dites? Dites 15 ans. 15 ans, si les gens observaient ça, donc il était peut-être caché initialement, oui. Dans le sens que si c'est un problème de sol, de portance de sol, par exemple, qui a mal été évalué, ben ça, c'est un phénomène qui va prendre quelques années avant de se manifester. Donc, c'était caché initialement. Et donc, est-ce qu'on peut parler donc d'un vice caché? Oui. Si le sol a été mal évalué par le géologue ou autre? Exact. Okay. Maître Papineau, le vice caché a été découvert, c'est un vice caché, il y a matière à poursuite, il y en a pour 25 000 de réclamation. Mais comment doit-on choisir son tribunal? Parce que la Cour du Québec, division des petites créances, va jusqu'à 15 000 de réclamation. Si un vice caché, une réclamation pour vice caché se chiffre à 25-30 000 est-ce que ça vaut la peine d'aller à la Cour du Québec, étant donné les frais d'avocat, ou c'est mieux de réduire sa demande et d'aller aux petites créances, parce qu'on sait qu'aux petites créances, on n'est pas représenté par un avocat et il y a des frais administratifs qui sont quand même négligeables. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, si vous me dites le montant est 17 000, on réduit à 15. Si le montant est 25, ça ne coûtera pas 10 000 d'avocat normalement. De toute façon, il ne faut pas oublier une chose. Vous pouvez aussi réclamer les frais d'expertise et tout ça. Alors, si vos dommages sont 25, vous avez payé un ingénieur au prix que coûtent les ingénieurs, ça fait une grosse dépense. Alors, vous additionnez ça à votre 25, vous additionnez les coûts accessoires, bien là, réduire de 50 % je ne pense pas que c'est une bonne décision. Okay. Mais, et en plus, il ne faut pas oublier une chose, vous n'êtes pas représenté par avocat, vous n'avez pas la compétence et les connaissances, tandis que la partie, l'autre côté, peut avoir les connaissances et la compétence et vous allez vous faire avoir parce que vous aurez mal présenté votre dossier. Oui, donc ça, c'est un autre aspect important. Même si la personne se présente aux petites créances sans avocat, elle doit bien se préparer et obtenir des conseils juridiques. Ben, écoutez, vous savez, je n'ai pas les chiffres, puis la Cour du Québec les publie pas non plus, puis on se doute pourquoi. Mais le problème, souvent, pourquoi les gens ne gagnent pas leur cause à la Cour des petites créances, c'est que le dossier est mal monté, mal préparé, mal présenté. Et le juge, lui, il n'a pas le choix, il prend ce qui est voit devant lui. Alors, quand même que le dossier soit extraordinaire, mal présenté, mal préparé, ben, vous allez avoir le résultat qui va avec. Et à l'inverse, si le dossier est bien présenté et bien préparé et convaincant, les chances de gagner sont toujours très bonnes pour un vice caché? C'est sûr, mais regardez, si vous êtes à 17 000 ou à 18 000 ou à 19, allez voir un avocat qui va vous prendre 1 heure ou 2 ou 3 avec vous, qui va vous aider à le préparer. Allez aux petites créances. Mais je pense que 10 000, là, c'est rare qu'un avocat va charger 10 000 sur un dossier de 25 000. Là. OK, donc pour un dossier de 25 000, ça coûterait, normalement, ça coûterait combien? Ben, regardez, ça n'a rien à voir avec ça coûterait combien, puis vous donnez un chiffre. Ça dépend de l'autre côté. Si l'autre côté, c'est un promoteur qui, lui, veut préserver sa réputation, il est prêt à dépenser 50 000 pour ne pas être condamné à 25. Puis lui, son 50 000 d'avocat, il est déductible d'impôt, puis il récupère la TPS, la TVQ.
il trouve ça moins cher, lui. Alors, ça dépend souvent de la réaction de l'autre partie. Ouais. Si l'autre partie finit par pas trop se défendre, puis vous avez un jugement, ça va bien, mais si l'autre partie fait tout pour être pas condamné, pour pas être condamné, ça peut finir par coûter cher, effectivement. Maître Papineau, j'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs combien de temps on a, quel est le délai après la découverte du vice caché pour le dénoncer et quel est le délai pour intenter une procédure judiciaire? Alors, on a 6 mois de la connaissance pour le dénoncer à son vendeur. Et par la suite, on a 3 ans, mais par la suite, en incluant le 6 mois, on a 3 ans de la connaissance pour prendre la procédure, instituer les procédures à la cour. Alors, 6 mois de la connaissance, 3 ans de la connaissance pour instituer les procédures. Voilà. Alors, c'est dit. Ici, j'ai une question. Dans le cas de la plomberie principale, par le tuyau d'évacuation de l'immeuble vers égout, qui est problématique, mauvais écoulement dû à une mauvaise pente et cause préjudice au copropriétaire du demi-sous-sol, est-ce que c'est un vice caché, Hubert Saint-Pierre? Qui est responsable de payer après Yves Papineau? Ben oui, c'est un vice caché dans le sens que si la tuyauterie a mal été installée à la construction, c'est enfoui, on ne peut pas le savoir. Ce qui pourrait, par contre, s'il y a eu des dégâts ou des malfonctionnements auparavant, les gens ont eu connaissance de ça. Donc, ils prennent connaissance d'un défaut à ce moment-là. Si cette personne-là vend, doit déclarer qu'il y a des problèmes d'égout. OK. Donc, c'est un vice caché. Oui. Valérie Couture, est-ce qu'il vous arrive souvent de prendre le dossier d'un copropriétaire puis d'aller aux petites créances vous-même pour régler ça? J'ai quelques dossiers de mes syndicats qui sont en attente de la Cour des petites créances, mais je suis très d'accord avec Maître Papineau que c'est assez... vous savez, nos administrateurs, pour la plupart des gens, sont des gens qui travaillent, qui sont très occupés à plein de choses. On espère qu'ils ont le travail, qu'ils ont une vie sociale, qu'ils ne sont pas juste sur le syndicat, etc. Mais ça demande une préparation aussi importante que si on allait à la Cour du Québec. Et souvent, les gens négligent cet aspect-là. D'ailleurs, Hubert et moi, on a un dossier qui est en attente à la Cour des petites créances dans lequel j'ai fait intervenir Hubert à Longueuil. Qui a été, par contre, mes administrateurs sont assez outillés, ils sont bien préparés, tout ça. Mais je pense que c'est important comme syndicat de se dire, est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Si c'est un dossier qui est en bas de comme près de 15 000, bien là, ça vaut la peine justement de demander à un juriste de nous aider à le préparer parce que ce n'est pas les gestionnaires qui peuvent faire ça, puis ce n'est pas les administrateurs seuls. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pour un vice caché, ben écoutez, en tout cas, moi, souvent, ce que je vois, ça va très, très vite et ça dépasse largement le montant alloué par la Cour des petites créances. Et les syndicats, des fois, plusieurs vont passer l'éponge pour certaines choses par souci d'économie pour ne pas investir dans un dossier litigieux, etc., etc. Mais Ouais. c'est sûr que des pentes négatives dans les plomberies, puis tout ça, on en a beaucoup, plusieurs. Ouais. Trouver des déficiences, des problématiques qu'on voit sur les joints de maçonnerie et tout ça, c'est toutes des situations qu'on voit, mais il y a beaucoup de fois où les syndicats passent l'éponge pour faute de pouvoir. Oui, si ce sont des montants, en autant que ce ne soit pas des montants de 100 000, 200 000 évidemment, il y a toute une question de jugement là-dedans. Je rappelle que l'article 1726 du Code civil du Québec stipule ce qui suit. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connus. Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur, ni le vice apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Puis l'article 1728 du Code civil du Québec stipule ce qui suit. Et Maître Papineau l'a dit en début d'émission, avant que l'émission commence, c'est très important. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. En terminant, là, je vais faire un tour d'horizon, chacun à tour de rôle. Acheter
une propriété résidentielle, en l'occurrence, un appartement détenu en copropriété divise. Maître Papineau, s'il y a un vice caché, est-ce qu'on est condamné à l'acheter, ce vice caché-là? J'ai misère à comprendre votre question. On achète le condo, personne ne sait qu'il y a un vice caché, ni le syndicat, ni l'acheteur, ni le propriétaire vendeur. Alors, tu achètes un condo, il y a une certaine part de, comment dirais-je, d'aventure ou de risque. Tu te dis, bon, mais en espérant que le condo existant ou neuf n'a pas de vice caché, mais il y a toujours ce risque-là, autrement dit. C'est sûr, mais écoutez, il n'y a rien qui vous empêche de vérifier ce que vous achetez. Puis effectivement, on ne peut pas faire l'inspection de 26 étages, mais on peut savoir qui a construit l'immeuble et vérifier si on a un constructeur qui a de l'allure ou si c'est quelqu'un qui est réputé pour ne pas être tellement un bon constructeur. Faites des vérifications avant. Alors, on fait ces vérifications-là où? À la Régie du bâtiment du Québec, je pense qu'on peut avoir des informations là. Oui, mais je vous donne un exemple. Là, on a entendu il n'y a pas longtemps que la compagnie Trigone, il y a des problèmes. On se renseigne, là. Je ne sais pas, moi, je trouve ça toujours extraordinaire de voir comment les gens prennent peu de temps pour se renseigner. Allez voir quelqu'un qui habite dans l'immeuble, demandez-leur s'il y a des problèmes. Allez voir qui a construit, allez voir les immeubles qu'il a construits avant. Renseignez-vous. Oui, effectivement. Valérie Couture, vous êtes de cet avis aussi, hein? Absolument. Puis, je dirais, Maître Papineau, les gens tombent en amour avec de la brique. Alors, quand qu'on tombe en amour avec de la brique, on ne voit plus clair, puis on ne fait pas le travail qui doit être fait. Et moi, je suis d'accord avec Maître Papineau qu'il faut se renseigner quel produit qu'on achète, qui a fait le produit et poser les bonnes questions au syndicat de copropriété parce que souvent, ils détiennent de l'information importante qui pourrait permettre à un acheteur d'être à l'aise ou pas avec cette transaction-là. Oui. Vers Saint-Pierre, là-dessus, qu'est-ce que vous en dites? Ben, j'enchaîne dans le même sens. Il faut vraiment que les acheteurs fassent leur devoir de diligence et à la limite harceler les administrateurs et gestionnaires parce que c'est eux qui ont l'information. À la limite, plus que le copropriétaire lui-même. Là. Oui. Le copropriétaire lui-même va déclarer s'il y a eu des problèmes chez lui, mais dans une copropriété, c'est beaucoup plus que ça. Et, ouais. Mais là, souvent, c'est encore le cas. Nous, on patauge là-dedans depuis des années. Puis les réflexes d'acheteurs, on les aurait probablement. Mais beaucoup de gens achètent encore de l'émotion. Hein? Valérie Couture, acheter un condo, c'est encore de l'émotion. Vous devez le constater fréquemment, même encore de nos jours. Bien, tout à fait. Puis surtout dans la situation où on est, où il y a une rareté de produits parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, c'est sûr que les gens, écoutez, il y a des agents d'immeubles qui nous envoient des RCOP. Puis quand on l'a retourné une journée et demie plus tard, le notaire nous envoie le lendemain son document. Fait que c'est dans un rythme fou. Et il faut que les gens n'ont pas nécessairement le temps de faire une vraie vérification diligente parce qu'ils vont prendre l'autre. Donc, c'est sûr que là, présentement, on est dans une situation qui est un peu particulière. Ouais. Oui, mais François, moi, je dis toujours, les gens prennent plus de temps pour choisir un téléphone cellulaire que pour acheter un appartement. C'est pas trop normal, là. Non, non, c'est clair. Une dernière question, si on peut se le permettre, là, il dit 19h58. Si un constructeur change de nom de compagnie lorsqu'un chantier est terminé, est-ce qu'on peut quand même poursuivre le constructeur après 10 ans? Ben non, il a changé de nom de compagnie. Puis si vous achetez d'un constructeur qui change de nom à chaque construction, achetez pas de lui. Donc, c'est de s'informer à savoir si le constructeur a une collection de raisons sociales, n'est-ce pas? Les unes après les autres, il les collectionne. Donc, moi, j'ai des clients là, qui ont la même compagnie depuis 30 ans, 40 ans, et ils vont être là dans 5 ans et dans 10 ans. Mais quand on change de compagnie à chaque année, ils ne seront pas là à la fin de l'année. Ils ne seront pas là, effectivement. Il est 19h59, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, je rappelle que cette émission est une présentation de Gaudreau Assurance, notamment qui offre un volet entièrement consacré à l'assurance en copropriété. Donc,
Vincent Gaudreau fait partie de l'équipe de condolégal.com. Il a développé une grande expertise en matière d'assurance condo, notamment pour tout ce qui touche les produits pour syndicats de copropriétaires. Il est vice-président chez Gaudreau Assurance et membre du CA du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, région de Montréal. Pour tous vos besoins en assurance, il représente une ressource crédible et inestimable. Donc, Gaudreau Assurance, gaudreauassurance.com, c'est tout aussi simple que ça. Et vous allez dans la section qui parle d'assurance en copropriété et vous allez voir, c'est un courtier en assurance de dommages extrêmement efficace, donc je vous le recommande fortement. Donc, cela dit, merci à nos invités d'avoir été là. Merci à Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci, François. Merci à Yves Papineau, avocat émérite et du cabinet LJT Avocat. Merci, M. Papineau. Bonne fin de soirée. Et merci à Hubert Saint-Pierre, ingénieur chez Saint-Pierre et Associés. Merci beaucoup, Hubert. Merci, bonne soirée. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment. C'est François Sellier qui vous parle. À très bientôt, mercredi prochain, 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com.